avec plusieurs personnes depuis maintenant, ça doit faire peut-être même maintenant une vingtaine d'années. Oh non, peut-être pas 20 ans quand même, mais si, oh si, à force. On travaille beaucoup sur un logiciel qui s'appelle YesWiki, qui est un des wikis. Donc dans la grande nébuleuse des wikis, il y a toute une tripotée de wikis. Le plus célèbre, c'est MediaWiki, qui a servi à faire le petit site internet qui s'appelle Wikipédia. Nous, on a beaucoup travaillé sur YesWiki avec des développeurs pour que ce soit un outil qui reste au service des humains et au service des humains qui souhaitent coopérer, collaborer. Et il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a les colibris qui sont mis à beaucoup l'utiliser, il y a l'UDN qui se met à beaucoup l'utiliser, il y a le CNFPT dans le cadre des projets riposte créatifs qui se met à l'utiliser. Donc, bon, ça laisserait entendre que c'est plutôt, il y a 2-3 trucs sympathiques. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est donc Didier m'a sollicité pour du coup installer un wiki dont l'adresse, et là je vais commencer mon partage d'écran, écran partagé, desktop partagé, hop, voilà. Donc là, si je vais partager mon écran, ça doit s'appeler Agora des archipels, voilà, il doit s'appeler agoradesarchipels.xyz. Donc on l'a installé, ça a dû nous prendre à peu près à installer, allez, 12 minutes 32 à peu près. Et donc là, on a un wiki qui est complètement vide. Et donc là, il y a Michel qui disait « Ah, mais ce qui serait bien, pour qu'on commence à vous faire expérimenter cet outil, c'est qu'on puisse vous faire remplir des fiches initiatives, un petit peu comme ce qu'on a fait… » Oui, Les vas-y, fiches Michel. ressources, Laurent. Ah, les fiches ressources, oui, tout à fait, merci. Donc des fiches ressources. Simple. Et donc, quand on installe un wiki, donc par défaut, on a un outil qui est complètement vide, qui est ouvert. C'est-à-dire que si jamais je double-clique sur la page passe en mode édition. Et là, je vais pouvoir marquer des choses très, très intelligentes. Voilà, je remplace tout ça, je marquais coucou, hop, coucou, et je sauve. Donc là, ça veut dire que normalement, tout le monde doit pouvoir le faire. Donc pour l'instant, vous regardez, hein, vous êtes bien sage. Et donc, ça veut dire que si je maîtrise le double-clic, et si je ne maîtrise pas le double-clic, il y a un petit bouton en bas, éditer la page. Je peux éditer la page, écrire dedans et sauver. Et donc, par défaut, c'est un site qui est ouvert à tous. Et donc, par défaut, c'est un site qui permet de faire ce qu'on appelle la coopération ouverte. Par défaut aussi… Oui, Michel? Oui, juste un petit mot, c'est quand même important sur la philosophie. Lorsqu'on a accompagné le CNFPT, qui est quand même une très grosse organisation plutôt pyramidale, on leur a expliqué que on est dans un a priori de confiance, de travail coopératif avec des gens qui ont envie de coopérer. Donc on ne met pas de contrôle. Le jour où il y aura un problème, on en mettra. Et on peut en mettre. Et depuis 1 an que le site du poste territorial du CNFPT est ouvert à tout vent, on n'a pas eu de problème. Donc on reste dans cette logique de confiance a priori, sachant que si demain il y a nécessité, on contrôlera. L'idée, c'est de faciliter la participation de tout le monde, et donc tout le monde est traité à égalité, et tout le monde peut modifier, je dirais, à part la création de bases de données, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, chacun d'entre nous peut le faire dans un esprit de confiance et de coopération. Voilà, donc c'est-à-dire que si on prend le projet dont parlait Michel, Riposte Créative Territoriale, si jamais je vais sur ce site-là et je passe en mode édition, bah, je peux le passer sans être identifié. Donc là, on voit bien qu'on est dans une logique de pouvoir partager et qui est du coup factuelle. Et ça peut être assez intéressant dans un projet. Donc, et ça fait souvent ressortir, comme l'a dit Michel, tout un tas de peurs, qui sont des peurs assez sympathiques, où du coup les humains se mettent à imaginer tout le pire que pourrait faire leur autre collègue humain, et essayer de fabriquer des projets qui vont intégrer la somme de la résolution de tous les fantasmes du pire de l'humanité. Dans ce cas-là, si vous voulez faire des projets morts, c'est à peu près la bonne pratique. Donc par défaut, ce que disait Michel, c'est que dans un wiki, on peut faire des bases de données. Donc par défaut, on a des bases de données installées, donc une base de données de type annuaire, qui permet du coup de s'inscrire dans un annuaire. Et quand vous allez vous inscrire dans un annuaire, ça va vous générer une petite carte géographique, un annuaire alphabétique, un trombinoscope. Par défaut, vous avez un agenda qui vous permet du coup de saisir des activités, et ça va s'afficher sous forme d'agenda, et vous aurez des petites fenêtres où vous verrez les différentes activités.
Par défaut, vous avez des types ressources, ressourceries, où on va pouvoir déposer une ressource. Et une fois qu'on a déposé une ressource, on va pouvoir voir les ressources et les retrouver en fonction de différents petits critères. On a un petit truc sous forme de blog, voilà, où là, je peux déposer une actu, ça va me générer le blog. Et ce qu'on peut faire assez facilement, on vous disait que c'est un outil qui était imaginé pour que les humains puissent coopérer. Ce qu'on peut faire, c'est aspirer des formulaires qui seraient intéressants sur d'autres sites. Donc là, je vais aller voir tout de suite un site. Oui. Vas-y. Et en fait, je n'ai pas vu que la ressourcerie était là, donc on n'a pas forcément besoin d'aspirer immédiatement. Ouais, mais ça fait son petit effet quand même, non? Alors bon, deux sur les initiatives, du coup. D'accord. Ou du coup, on commence sur les ressources? On commence comme ça sur les ressources et puis on… Ouais, je pense que c'est mieux si… voilà, je ne sais pas si Selma… alors, la méthode qu'on a employée la semaine dernière avec Laurent pour Riposte Créative Gironde, qui est le nouveau espace de collaboration des acteurs de la transition sur le département de la Gironde, c'est de mettre les personnes par deux et donc de faire des petites interviews croisées où chacun donc pose la question, par exemple, quel est le nom de la ressource, quelle est son adresse, quelle est sa description, et donc la personne qui propose une ressource répond à la question et l'autre remplit la fiche. Et au bout de 10 minutes, on inverse les rôles, et ce qui nous permet comme ça, par groupe de deux, de remplir chacun une ressource. Et là, je ne sais plus combien on est maintenant, mais donc si on est là 16 participants, normalement, donc en l'espace d'une demi-heure, on va se retrouver avec 16 ressources. Alors, explique un peu ce que c'est qu'une ressource, parce que je pense que les gens ne savent pas forcément. Une ressource, à ce moment-là, c'est toi qui as la main, Laurent. Si tu veux aller sur Riposte Créative Bretagne, oui. Dans Riposte Créative Bretagne, tu verras… hop, je vais vérifier en même temps que toi. Il y a un volet ressources dans lequel j'ai mis une page qui s'appelle fiche ressources, mais on n'a pas fait de fiche ressources encore, justement il faudrait le faire, qui s'appelle Petite biblio autour de la notion d'archipel. Et donc cette page Petite biblio autour de la notion d'archipel, si tu peux la mettre dans la conversation, ça permet aux personnes qui vont participer à l'exercice, si elles n'ont pas l'idée d'une ressource, elles trouveront là-dedans, je dirais, quelques dizaines de ressources. Elles en choisissent chacun une. Et ces ressources, je les ai prises sur Osons les jours heureux ou d'autres trucs. Et donc là, voilà, quelques exemples de ressources. Concrètement, une ressource, c'est quoi? C'est une vidéo d'Édouard Glissant, c'est un article qu'on trouve intéressant, c'est donc des informations, des contenus informationnels sur la notion d'archipel. Donc, des choses qui décrivent la notion en général d'archipel, qui décrivent une réalisation d'archipel, etc. C'est en gros de la littérature qu'on dit sur les archipels, mais bon, on n'est pas dans une vision universitaire, on est dans une vision pratique. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la première brique de l'Agora des archipels soit justement la mutualisation d'une série de ressources. Là, normalement, en l'espace d'une demi-heure, on va être capable d'en produire une vingtaine. Et quand vous aurez compris comment ça marche, vous pourrez continuer. Et si on présente ça ensuite sur la liste à d'autres personnes, on va se retrouver en l'espace de quelques jours avec plusieurs dizaines de ressources. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est en quelque sorte de la veille publique partagée. Tout ce que nous faisons en veille sur les archipels des uns les autres est mis là et donc mis en partage pour tout le monde. Ça permet aussi de lutter contre l'infobésité dans le sens où plutôt que chacun ait sa petite biblio, par exemple, moi j'en ai fait une sur Riposte Créative Bretagne, et bien maintenant je renverrai vers celle-là, à ces fiches-là, et ça nous permettra d'avoir un ensemble d'informations partagées qui sont accessibles par tout le monde. Peut-être que je laisse la parole à Laurent pour qu'il présente un peu cette fiche ressources et puis justement quoi une base de données est mieux qu'une page wiki avec l'histoire de sélection, mots-clés, etc. Laurent, à toi.
Donc là, la petite expérience qu'on vous propose, c'est du coup, donc là sur agoradesarchipels.xyz, j'ai mis en avance la petite partie ressourcerie. Donc dans cette partie ressourcerie, pour l'instant, on a 2 ressources qui sont déposées et je peux cliquer sur le lien déposer une ressource. Et donc la structure, c'est nom de la ressource. S'il y a un site web, si ça renvoie sur un site web, on met le lien. On a une petite typologie, est-ce que c'est un site web ressource, une expérience inspirante, un partenaire ressource, une méthodologie guide, sachant que ces éléments-là, on pourra les compléter. Donc au fur et à mesure que vous remplissez vos fiches, n'hésitez pas à voir ce qui manque et quand on se réunira à nouveau, on pourra compléter. Une petite description, qui est l'auteur de la fiche. Donc l'auteur de la fiche, c'est vous, et ça c'est assez intéressant, c'est assez important parce que ça permet ensuite, si quelqu'un veut la modifier, il vous demandera à minima, il vous avertira, tiens, j'ai fait évoluer ta fiche. Et ça, c'est aussi une spécificité de Wiki, c'est quand on a rempli des fiches, on peut les faire évoluer. Éventuellement, une petite image de présentation qui, des fois, est assez sympa. Et puis, si jamais on a un document à associer, on peut associer le document. Voilà. Donc ça, c'est les éléments. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous cliquez sur valider et c'est parti. Oui, j'insiste un petit peu. Alors, je pense que Laurent va le faire en parallèle. Le champ auteur, en fait, c'est pas l'auteur de la ressource qui importe ici, c'est l'auteur de la fiche. Donc, on va mettre plutôt auteur de la fiche pour pas qu'il y ait ambiguïté. Allez, pourquoi? Parce que, je dirais, dans un souci de coopération et de politesse, on ne va pas modifier le contenu de quelqu'un sans le prévenir. Donc, c'est important de savoir qui a produit tel contenu. Et si, par hasard, demain, il y a un contenu qui posait problème, on peut aussi en discuter avec la personne. Encore une fois, depuis 1 an qu'on développe, on doit être à une dizaine de ripostes créatives. La question encore ne s'est jamais posée de retirer l'information mise par quelqu'un, mais ça serait possible. Et voilà, donc voilà un petit peu le premier exercice. Le but de cet exercice, c'est de vous montrer que c'est très, très simple de contribuer et que plus on est nombreux, plus la contribution est riche et qu'en l'espace d'une demi-heure, on va être capable de produire déjà une base de données qui tient la route. Et si on prolonge un petit peu ça les uns les autres, en 1 semaine, on aura une base de données qui sera, à mon avis, plus complète que toutes les biblios qui existent actuellement sur les archipels. Est-ce que Selma, tu sais, nous, avec l'outil dont on dispose, est-ce que tu as la possibilité de nous éclater en groupe de 2? Donc, l'idée, on rappelle, c'est que vous choisissez une ressource, c'est-à-dire une information, un contenu qui vous paraît intéressant à vous et qui vous semble pouvoir intéresser d'autres sur la notion d'archipel, et vous la décrivez pour en faire une fiche ressource. Et vous choisissez dans votre tête, dans vos connaissances, dans votre organisation, dans vos écrits, ou éventuellement dans la page dont j'ai envoyé le lien qui donne une vingtaine, une trentaine d'exemples. Donc, si effectivement on veut faire un lien vers un document chaud, c'est un document vivant, mettez ce document-là dans un Nextcloud, mettez ce document-là dans un Google Doc, dans un Dropbox, dans un je sais pas quoi, dans un pad, et vous faites un lien vers ce document. Comme ça, du coup, là, les gens pourront, en cliquant sur le lien, ils verront tout le temps le document en l'état. Et par contre, si effectivement tu as un document froid, du style une méthodo qui n'a pas un joli PDF qui est bien figé, là, vaut mieux le mettre effectivement en fichier joint. Alors, juste une petite remarque, mais sur Brest, on a pratiqué pendant des années un petit peu ce qu'on appelait l'écrit public. Et ce qui est difficile, c'est pas d'écrire un article au sens technique, là vous l'avez fait en 5 minutes, c'est de faire en sorte que les choses soient faciles à être lues. Et quand tu mets un titre avec simplement, je prends un hasard, Terra, on ne sait pas de quoi ça parle. Donc c'est important quand on propose une ressource, je prends l'exemple, ou peut-être Laurent le fera en parallèle, donc, si on prend l'exemple de Terra, pour la plupart des gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc il est intéressant de reprendre la ressource Terra, ce que Laurent est en train de faire. En bas de chaque ressource, vous avez une petite icône qui s'appelle modifier. Et alors, il ne faut pas le faire à plusieurs, parce qu'on n'est pas sur un pad. Et donc, celui qui a produit la ressource Terra, je sais pas. Donc, un écosystème pour le 21e siècle. Donc, c'est beaucoup plus clair. Selma,
Terra, un écosystème pour le 21e siècle, en minuscule de préférence, parce que quand on écrit en majuscule, c'est compris. Donc, en minuscule. Et donc, du coup, maintenant, on saura que Terra, c'est un écosystème au 21e siècle. Et si quelqu'un s'intéresse à ça, eh bien, il ira regarder cette ressource-là en connaissance de cause. Donc, c'est important que le titre soit attractif et qu'il ait un sens. Aussi, par expérience, sur les fiches, la personne ne l'a fait, donc c'est très bien. Il faut essayer d'éviter de mettre un article au début. Et là, la géopoétique. Voilà, donc, parce qu'en fait, on aura beaucoup de choses qui commenceront par le, la, un, une. Et donc, comme on les met par ordre alphabétique, c'est mieux de ne pas mettre le, la, un, une, quitte à mettre géopolitique entre parenthèses là, pour que ce soit plus facile aussi à retrouver. J'ai une question pour les mots-clés. On voulait mettre par exemple développement territorial, mais comment on fait pour que les deux mots ils aillent ensemble? Voilà, bonne question. Les deux mots ils aillent ensemble. Alors, donc tu vois par défaut, donc c'était dans quelle fiche? Sur Terra par exemple. Sur Terra. Donc là, donc en fait, ce qu'on voit c'est qu'on a des champs fermés où là les gens pouvaient cocher des ressources et j'ai autre mot-clé où là effectivement tu as marqué développement territorial par exemple. Donc là, tous ces sites-là, ça vaut le coup qu'après qu'il y ait une animation et de dire, bah, tiens, si jamais ce mot-clé développement territorial revient à plusieurs endroits, ça vaut le coup de le transformer en champ fermé. Donc là, je vais le faire juste devant vous. Donc, je récupère ce mot-clé. En bouton cliquable. C'est ça, exactement. Donc là, je vais copier développement territorial. Et là, je vais aller dans une petite interface d'administration qui est ici. Il y a marqué base de données. Et quand je vais là-dessus, j'ai une liste. C'est toutes les listes qui sont fabriquées. Donc là, c'est la liste site web ressources, etc., etc. Et donc là, je vais pouvoir rajouter des mots-clés. Donc là, il suffit d'appuyer sur le petit crayon. Et je vais rajouter la notion que j'ai récupérée là de développement territorial. Voilà. Après, je vais mettre la clé 6. Ça, je peux éventuellement les mettre même par ordre alphabétique, si c'est plus facile pour les personnes. Voilà, tac, D, E, bon, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Oui, Laurent, ce n'était pas tout à fait forcément à cet endroit-là qu'il faudrait le mettre parce que, en fait, on a la première famille de mots-clés, c'est sur le type de contenu. Est-ce que c'est un article, un site web, etc. Il faudrait peut-être fabriquer une deuxième série qui serait la caractéristique. La thématique. Oui, je pense que je préférerais qu'on fasse ça si tu veux. Par contre, ça m'intéresserait que dans la première série que tu avais faite, il manquait le type article. Il n'y avait que site web, des choses comme ça. Oui, c'est bien ça, article. Ouais. Et donc, voilà, c'est pour ne pas faire ce que tu avais commencé à faire. On le garde en mots-clés dans cette série-là, dans la série type. Voilà. Et par contre, créer, si tu veux bien, une nouvelle liste de mots-clés. Et plutôt que d'avoir des mots-clés, on ne sait pas trop lesquels mettre, en proposer quelques-uns. Très bien. Donc là, je vais saisir une nouvelle liste. Donc la liste, c'est, on va dire, thématique. Voilà. Donc là, on avait comme thématique le développement territorial. Est-ce que vous voyez d'autres thématiques là que je pourrais... Oui, il y en a un paquet. Mais par rapport à des ressources que mais vous ça, avez... Oui. Transition. Oh, transition, ils sont tous là. Voilà. Transition. Oui. Non commun. Tu peux mettre commun, tu peux mettre politique. Tu peux mettre architecture. David, c'était architecture de quoi? Relationnel, non? Architecture de coopération. De coopération. Voilà. Alors, peut-être ne pas en mettre trop et regardez les mots-clés que vous avez générés. Et à partir des mots-clés que vous avez générés, prendre ceux qui reviennent plusieurs fois. Voilà. Parce que si chacun met son mot-clé en 25, et ça ne va pas être différent. Et plutôt regarder ce que les auteurs de fiches ont mis et reprendre ceux qui reviennent le plus souvent. Mais ça, c'est un bon atelier, ça, tu vois, de définir les thématiques, justement. C'est bon, ça, Coco. Ouais. Sauf qu'on le fait après. Ouais, on le fait après. C'est le design par le faire, quoi. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas par des gens qui disent quelles sont vos envies, quels sont les trucs. On regarde ce qu'on a fait et on en tire des conclusions. Voilà.
Moi, j'ai une petite question, mais vraiment Alors, con. Hein. du coup, je vais juste finir ça. D'accord, pardon. Donc là, je viens de fabriquer une nouvelle liste thématique. Je vais du coup enregistrer cette liste et on est d'accord qu'il faudrait y rajouter des choses. Maintenant, je vais aller voir dans les formulaires. Et dans les formulaires, je vais aller modifier le formulaire ressources pour rajouter le champ thématique. Donc là, j'appuie sur le petit crayon qui est à côté. J'ai mon formulaire qui apparaît ici. Donc là, c'est à cet endroit-là qu'on fabrique les formulaires. Et donc, sous ressources, sous autre mot-clé, je vais rajouter le champ thématique. Donc là, je vais chercher un groupe de cases à cocher, parce qu'un élément peut être dans plusieurs thématiques. Donc, je le fais glisser ici. J'appuie sur le petit crayon qui va me permettre de configurer cet espace-là. Donc là, ce n'est pas groupe de cases à cocher, ça va être thématique. Thematics. Là, je vais appeler une liste et cette liste-là, elle s'appelle thématique. Une fois que j'ai fait ça, je vais fermer ça. Je vais rajouter un petit champ qui va s'appeler autre thématique en dessous, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais moi, il n'y avait pas ma thématique. Donc, autre thématique. Thématiques, voilà. Donc là, j'ai amélioré mon formulaire. Je clique sur valider. Et donc là, pareil, toujours intéressant. Plutôt que de faire un petit groupe qui se réunit dans un coin pour voir quel serait le bon formulaire ressources, on saisit un certain nombre de ressources et à la lumière de ce qu'on a fabriqué, eh bien, on va améliorer notre dispositif. Et donc là, ici, maintenant, on va aller sur la partie je sais pas, boussole démocratique. Je vais repasser cette page-là en mode édition, modifier. Et là, devant vos yeux ébahis, je devrais normalement avoir les thématiques dont on parlait. Donc là, si on prend boussole démocratique, c'est plutôt… tu peux mettre politique. Allez, je mets politique. Voilà, très bien. Donc, je fais ça. Plusieurs. Oui, après, vous pourrez le faire. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je ne suis pas votre secrétaire. Voilà, donc j'appuie sur valider. J'ai mis à jour les fiches. Donc ça, vous voyez, c'est intéressant, c'est qu'après, on peut revenir sur les fiches. Donc, on se sert des 14 premières ressources partagées pour améliorer notre formulaire. Et ce qui fait que le fait de faire ça, en fait, c'est nous qui fabriquons le formulaire qui est pertinent pour nous. Et ça, c'est vraiment toujours intéressant de cette espèce d'action, recherche-action. On fait, on améliore, on refait. Et là, le fait que vous puissiez revenir sur vos fiches, c'est sympathique. Et puis là, vous voyez que sur le côté, je peux classer mes contenus par type de contenu. Maintenant, je voudrais afficher en dessous les thématiques, ou peut-être même au-dessus. Eh bien, je vais passer cette page-là en mode édition. J'ai un bout de code qui est complètement incompréhensible, ici bazar, c'est ça qui me permet, et du coup je vais même mettre par bazar list, voilà. Donc là j'ai le truc qui apparaît, je vais cliquer sur le petit truc, et ici je vais rajouter ce qu'on appelle des facettes. Les facettes, c'est les éléments qui vont me permettre, et du coup le truc n'est pas à jour, donc je ne vais pas pouvoir rajouter une facette très facilement. Donc là, bon, je vais mettre le site à jour aussitôt, et donc là je vais pouvoir choisir le champ qui me permettra de faire les petits éléments sur le côté, les éléments de tri. Et donc là, connaissant un peu la syntaxe, je vais le faire juste ici. Ça va être… Pour compléter ce que disait Laurent, à mon avis, ce qui serait bien maintenant, c'est de faire connaître un petit peu la possibilité de mettre des ressources en ligne et d'attendre peut-être un petit peu qu'on ne soit pas à 14, qu'on en soit peut-être à 50 ou quelque chose comme ça, pour créer les mots-clés. Parce que là, du coup, je suis d'accord. La base d'expérience sera plus grande et surtout plus nombreuse. Là, on est un petit groupe d'une dizaine de personnes. S'il y a 30 ou 40 qui ont contribué, ensuite, quand vous créez les mots-clés qui correspondent à ces 30 ou 40 contributeurs, je dirais qu'il y aura plus d'intelligence collective que si on le fait aujourd'hui dans un petit groupe. Donc, ne pas se précipiter sur la formalisation. On sait qu'on pourra améliorer les choses. Donc, on peut, par exemple, se dire, on fait un peu de com sur cet atelier, ce qui a commencé à être produit, en invitant aux gens à produire. Et vendredi prochain, ou vendredi en 15, à ce moment-là, on peut re-regarder ce qu'on a fait avec un regard un peu réflexif et l'améliorer. Moi, j'avais une petite question toute bête, c'est sur la nomenclature des mots-clés. Parce que, par exemple, Selma, elle a mis des mots les uns après les autres. Donc, en fait, quand tu fais un mot, il est pris comme un mot-clé. Mais si tu veux faire une expression, comment tu fais? Est-ce que tu les joins? Est-ce que tu mets deux majuscules comme…
dans l'ISWiki, par En exemple. général, nous, on met un mot, virgule, un autre mot. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a ça. Et après, il y a une autre possibilité. Là, pour l'instant, on a utilisé la fonction juste un champ texte pour que les gens puissent rajouter un mot-clé. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un autre champ qui est un champ tag et qui est un tout petit peu différent. Le fait d'utiliser des tags, ça veut dire que quand tu vas commencer à taper AR, ça va te sortir tous les tags qu'ont déjà tapé tes collègues dans d'autres fiches. Et ça, du coup, ça permet de manière D'éviter assez de simple, mettre. voilà, d'éviter ça, et ça permet après de générer la chose suivante. Alors, je vais vous montrer ça sur lped.info / impromptu, je crois que c'est ça. Paf. Ça permet de générer la chose suivante. Voilà, donc là, c'est des articles, hein, c'est une fac qui écrit des contenus. Voilà, ça vous permet ensuite de générer ce nuage de mots-clés. Donc là, du coup, on a une immense diversité de mots-clés. Donc, vous voyez bien que c'est de beaucoup supérieur à… Là, si on transformait ça en champ fermé, ce serait simplement pénible. Ouais. Et après, ça me permet de dire, voilà, sors-moi tous les trucs où il y a marqué protection sociale. Et du coup, j'ai tous les articles qui sont au sein duquel il y aura l'intitulé protection sociale. Et je peux les retrouver ici. Voilà, j'ai des petits systèmes comme ça qui me permettent après de trier les informations par tag. Donc là, mots-clés, plutôt pas beaucoup de mots-clés et qui facilitent la saisie. Les tags, là, les gens peuvent se lâcher et là, faire des choses qui sont du coup, je peux, entre guillemets, inventer des tags assez facilement. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Absolument. Oui, et Laurent, est-ce que au niveau de la navigation du rubricage, est-ce qu'on distingue entre les ressources d'une part, les acteurs d'autre part et les bases de compétences d'autre part, puisque c'est un peu de ça qu'on aura besoin dans la gare centrale pour s'aiguiller, soit vers des compétences dont on a besoin, etc. Soit est-ce qu'on garde un système de tags, justement, ou de mots-clés qui ensuite permet de retrouver ces billes ou de retrouver les personnes qui nous intéressent de contacter? L'idée, c'était aujourd'hui d'en faire que un, de façon à ce que vous maîtrisiez, qu'on puisse communiquer dessus et que le vendredi suivant, on passe à une autre base. Alors, la base des acteurs, on pourrait éventuellement, parce qu'elle n'est pas simple, elle n'est pas compliquée, celle-là, on pourrait la montrer. L'intérêt de la base des acteurs, c'est que, par exemple, moi, je vois une fiche de la Coordination nationale des conseils de développement, qui a été fait par Pierre-Louis Serrero. Voilà. Et je me demande, moi, perso, si ce n'est pas plutôt les conseils de développement qui sont l'architecte que la coordination. Est-ce que c'est le centre qui est l'architecte? Et donc, pour lui poser la question, j'aurais besoin de son adresse. Donc, s'il est acteur, je peux lui poser la question. Et donc, quand on verra des fiches, eh ben, on aura, je dirais, des questions de compréhension à se poser les uns les autres, et avec des fiches acteurs, on pourra le faire. Peut-être qu'on peut vous montrer la fiche acteur qui n'est pas très compliquée, et des fiches qui sont un peu plus complètes, comme celle des archipels, celle des initiatives, ou des choses comme ça. L'idée, c'était plutôt de la proposer à un atelier suivant pour avancer en pas à pas. D'accord. Donc là, j'ai activé le petit… la partie annuaire, enfin, qui était dans la partie exemple, hein, je l'ai mis un peu plus en évidence. Et donc là, de la même manière, on a un champ un formulaire qui est fait par défaut, avec nom, prénom, image, mon métier, ma fonction, mes projets, téléphone pro, perso, adresse mail, éventuellement nom de structure, site internet, adresse, code postal. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous appuyez sur le bouton, ça va vous positionner automatiquement dans la carte et ça va vous générer automatiquement une carte, un annuaire alphabétique, éventuellement un trombinoscope. Et là, on pourrait imaginer rajouter des petites cases à cocher, notamment par rapport aux thématiques, et ce qui permettrait, par rapport à la remarque, je crois que c'est Philippe qui a fait ça, de dire, ben voilà, sors-moi tous les gens qui utilisent, si je prends la thématique politique, ben voilà, sors-moi les personnes qui sont a priori intéressées par cette thématique politique. Là, il est 11h10. Est-ce qu'on se prend 5 minutes pour remplir chacun sa fiche acteur, pour avoir une base comme ça? Juste une question par rapport aux fiches d'acteurs, c'est l'histoire des adresses mail qui sont en clair là-dessus. Est-ce que les robots scannent ce genre de trucs-là et récupèrent tout? Elles ne sont pas en clair. Les fiches ne sont pas en clair. Les fiches seront… Normalement, elles sont protégées par un petit formulaire qui fait que quand tu vas cliquer… Enfin, pas une action qui fait que quand tu vas cliquer dessus, tu auras un formulaire qui permettra d'envoyer un mail sans voir le mail de la personne. Donc ça, c'est configurable.
Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce site-là, par défaut, il est indexé sur le web. On peut aussi se débrouiller pour que dans un premier temps, dire que voilà, il est du registre plutôt de l'intime du groupe. Et donc, dans un premier temps, désindexer, se débrouiller pour qu'il ne soit pas indexé par le web, ce qui fait que pour l'instant, toutes les données sont visibles à tout le monde. Et puis, le jour où vous déciderez que ce site-là soit un peu plus ouvert, on peut configurer, dire ce champ-là est visible à tout le monde, ce champ-là ne sera visible que pour les personnes identifiées, par exemple. On peut là aller aux petits oignons en termes de fermeture, mais encore une fois, par défaut, le site est complètement ouvert. Et nous, ce qu'on désire quand on développe ce logiciel, c'est que la fermeture soit un choix politique, ça corresponde à un choix politique. Et contrairement à plein de sites où par défaut, le site est fermé, et si tu veux l'ouvrir, tu ne peux pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais après, on peut aller très très loin dans la configuration des droits et dire, voilà, ce champ-là, dans la fiche, ce champ-là, je veux qu'il soit même uniquement réservé aux administrateurs, ou ce champ-là n'est modifiable ou visible que pour telle et telle, entre guillemets, population. Est-ce qu'on se prend ce petit temps de remplir quelques acteurs, ce qui permettra aux gens de voir un peu qui a participé aussi un petit peu à cette phase-là? Est-ce qu'on peut, Michel, juste avant, se dire que si on veut que cette semaine de travail à la maison, si on peut dire, soit fructueuse, se dire qu'il pourrait y avoir un groupe de soutien, ceux qui ont mieux compris, s'identifient pour que ceux qui n'ont pas compris du tout puissent… c'est compliqué à faire, mais est-ce que c'est envisageable? Le plus simple, c'est à ce moment-là que les gens qui connaissent déjà un peu les YesWiki s'identifient dans la fiche acteur comme une personne ressource. C'est ça, voilà. Par mail et on répondra aux questions. Voilà, ok. Donc là, du coup, je vais rajouter le champ thématique qui permettra d'eux. Et dans les thématiques, je vais rajouter le petit champ numérique, comme ça permettra. Donc, tac, liste. Je vais rajouter le champ numérique. On ne sait jamais. Tu peux redire, du coup, pour remplir une fiche acteur, on clique sur quoi? Alors, sur l'annuaire en haut. Voilà, en haut, il y a marqué notre annuaire. Et dans notre annuaire, tu as à droite s'inscrire dans l'annuaire. D'accord. Voilà. Et là, de mémoire, il n'y a que 2 champs obligatoires. Un des champs, c'est nom et prénom. Et l'autre champ, c'est l'adresse mail. Alors, j'en profite pour donner une information qui est utile dès que la fiche est un petit peu plus compliquée, plus lourde que les fiches ressources. Il peut y arriver qu'en faisant une fausse manip, on perde la fiche. Donc, il est recommandé, dès qu'on a mis quelques contenus, dont 5, 6, 7, de la sauver et de revenir ensuite sur la fiche en modifiant pour réduire le risque de perte d'information. Donc, vous pouvez vous exercer à ça. Vous commencez à remplir la fiche acteur en mettant votre nom et puis les 2 ou 3 champs qui sont obligatoires. Vous la sauvez et puis après, à travers l'annuaire des acteurs, vous revenez sur votre fiche et vous la complétez. Là, c'est l'expérience qui parle. Une question, est-ce que les fiches… vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que les fiches acteurs seront interfacées au niveau de l'interopérabilité avec Google Carto? Alors, avec GoGoCarto, en fait, GoGoCarto, c'est uniquement une carte qui permet d'afficher les résultats. Quand tu affiches les résultats dans Wiki, tu peux choisir de les afficher sur OpenStreetMap ou sur GoGoCarto. Donc, tu peux choisir ça. Et après, ce qui est derrière cette question-là, c'est les notions d'interopérabilité. Oui, de rubricage, oui. Voilà, donc tous les catégories. Tous les contenus qui sont dans le wiki, on peut faire plusieurs choses avec. La première chose, c'est en générer des petits bouquins. Donc, ça te génère automatiquement un PDF en fonction des fiches que tu aurais pu choisir. Donc, ça peut être pratique. L'autre élément, c'est que tu peux exporter la totalité des données en format CSV. Donc, ça te fait un joli tableau, type tableau Excel. LibreOffice, voilà, Excel, bravo, et que tu peux importer ou utiliser ailleurs. Et après, là-dedans, on peut aussi le paramétrer pour faire ce qu'on appelle du web sémantique. Et du coup, de dire ce champ-là, chez moi, je l'appelle thématique. Bon, quand je veux le brancher avec Transiscope, chez Transiscope, ce n'est pas thématique, mais c'est, je sais pas quoi, BF thème. Donc, on peut comme ça paramétrer, qui fait que les contenus peuvent comme ça très facilement se véhiculer d'un outil à l'autre. Voilà. Et puis après, un cran de plus, entre wiki, il y a une fonction d'import et d'export qui fait qu'on peut très facilement importer la structure d'un wiki dans un autre. Donc, je trouve
un formulaire super intéressant dans Riposte Créative Bretagne. Je peux l'aspirer en 2 clics. Et à partir du moment où j'ai la même structure, je peux exporter l'intégralité des contenus d'un wiki pour les importer dans un autre. Voilà, donc là, il y a plein de formats qui permettent du coup des interopérabilités à différents niveaux. Et vous avez déjà l'expérience au niveau de certains archipels de l'implémentation du code social dans le montage des fiches acteurs? Alors, le code social, c'est on va dire une profession de foi d'un collectif. Ce code social, du coup, nous, on fait une page wiki au sein duquel, classique, au sein duquel on va documenter le code social du groupe. Oui, parce que dans notre archipel, nous, on est proche de cette notion de code social au niveau de la mise en lien des acteurs, et nous essayons de faire une nomenclature liée au code social qui permette de remplir des champs dans une base de données. Ouais. Alors pareil, là l'idée par rapport à ça, c'est aussi de faire attention, notamment dans la notion d'archipel, de se débrouiller pour que les gens fassent les contenus à peu près comme ils veulent, et qu'ensuite on fasse des moulinettes informatiques, juridiques et tout ça, qui permettent que les contenus soient facilement migrables d'un endroit à l'autre. Il y a vraiment un élément sur lequel, en tout cas, petite vigilance, d'éviter de dire attention, si vous voulez être dans notre archipel, il faut que tous les gens de l'île remplissent les contenus de la même manière. Et dans ce cas-là, il y a tel champ qui sont des champs obligatoires, sinon vous n'êtes pas dans l'archipel. Parce que dans ce cas-là, à partir du moment où tu commences à proposer une forme qui devient une forme déterminante pour appartenir à l'archipel, tu refabriques de la centralité. Et ce qui est l'antinomie de la notion même d'archipel. Et je vois Enzo qui lève le doigt et Michel qui piaffe d'impatience. Donc, je donne la parole d'abord à Lorenzo. Ok, alors, je ne sais pas si Michel, tu voulais rebondir sur ce que venait de dire. Oui. Oui, je prends après alors, d'accord. Oui, je vais juste vous donner un exemple qui est aussi comment on peut faire en sorte que des informations venant d'une entité s'affichent dans l'autre entité. Je vais vous mettre un lien. Donc, on essaye de développer des gares d'aiguillage sur Riposte Créative Bretagne. Et comme ça, on reçoit des informations qui viennent de Bretagne Créative, qui viennent de Transition citoyenne au Pays de Brest, etc. Donc, on a un certain nombre de sites qui produisent des informations dans leur diversité. Comme disait Laurent, c'est-à-dire à Brest, par exemple, nous, on a développé non pas les codes sociaux, mais ce qu'on appelle les recettes libres. Donc, on a fait les recettes libres de comment un projet se développe, qu'il soit reproductible. Et dans Mobilab, qui est un peu la gare d'aiguillage des tiers-lieux et qui est extrêmement visitée, ça s'appelle le code source. Les codes sociaux, code source, recettes libres, c'est des concepts très proches les uns des autres. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir afficher les choses. Laurent, pour moi. Donc, pouvoir afficher les choses avec, je dirais, une certaine synonymie, mais il n'y a pas un qui a raison. C'est-à-dire que les trois sont intéressants. Il y a peut-être encore d'autres que je ne connais pas qui relèvent de cette description-là. Et donc, l'idée, c'est plutôt de faire en sorte que dans l'agora des archipels, on puisse aller voir les articles qui parlent des archipels provenant de Bretagne créative ou de Riposte Créative Bretagne ou territoriale. Parce que dans Riposte Créative territoriale, on a dû faire intervenir 2 ou 3 fois Patrick Vivray. Et on développe aussi cette notion. Donc, on reprend des informations qui sont mises ailleurs sous la responsabilité éditoriale, le projet éditorial de telle ou telle structure, et on fait en sorte que toutes ces informations-là soient visibles. Donc, l'idée, c'est plutôt d'une diversité. Je suis en train de montrer du coup en temps réel sur l'écran partagé. Si on prend, donc là, on est sur Riposte Créative Bretagne. Sur la rubrique climat, s'affichent des fiches qui s'affichent par flux RSS. Et donc, moi, je trouve que dans les archipels, travailler sur le fait que toutes les îles envoient du flux RSS et permettent d'afficher les flux RSS des îles d'à côté, et qu'éventuellement, ces archipels, ces îles, envoient du flux RSS par mots-clés. Là, au niveau technique, ça permet beaucoup plus que les contenus se diffusent que le fait de réfléchir à un code social qui serait une manière incontournable d'écrire les contenus pour que on puisse être au niveau de l'archipel. Donc, c'est plutôt d'être sur quelques liens faibles, mais qui sont fondamentaux,
que des liens forts, parce que pour moi, la manière dont on écrit un code social et qui s'imposerait à un archipel, ça devient un lien fort, qui dans ce cas-là, encore une fois, refabrique de la centralité. Vous pouvez expliciter en 3 secondes flux RSS pour ceux qui… Alors, oui, juste pour les flux RSS, c'est une façon qu'ont les machines de communiquer avec d'autres machines. C'est-à-dire que lorsqu'un article est publié sur Bretagne Créative, je peux choisir de mettre des mots-clés. Et donc, le logiciel que j'utilise, libre, qui s'appelle Skip, génère une adresse web qui contient tous les contenus qui vont paraître avec le mot-clé. Donc, c'est ce qu'on appelle le flux RSS, parce que c'est dynamique. Chaque fois qu'un nouvel article apparaît, eh bien, donc, le flux RSS, l'adresse web, quoi, en gros, contient le contenu de l'article. Et donc, ce contenu de l'article peut être lu par un autre site, par exemple par l'Agora des archipels, et l'Agora des archipels choisit la façon dont elle va afficher et réutiliser ce contenu. Donc, on est bien dans la réutilisation. Pour que ça fonctionne, il faut que les gens acceptent de partager, donc il faut que les flux RSS soient actifs. Par exemple, avec le logiciel le plus courant d'édition qui s'appelle WordPress, eh ben, on peut mettre le flux RSS accessible ou ne pas le mettre. Donc, le mettre est déjà un choix, mais pour que ça fonctionne, il faut aussi que le contenu soit partagé. Si vous n'avez pas de licence qui élargit les droits d'usage, vous n'avez pas le droit de faire ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire reprendre le contenu de Bretagne Créative pour l'afficher sur Riposte Créative Bretagne Climat. J'ai pas le droit de le faire si Bretagne Créative n'est pas dans une licence qui l'autorise. Donc, le gros intérêt aussi, c'est que cela pose la question à tous les partenaires de l'archipel. Est-ce qu'ils acceptent le partage? S'ils acceptent le partage, on n'a pas le droit. S'ils n'acceptent pas le partage, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de licence qui autorise explicitement, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, soit les sites sont dans le partage, donc souvent on fait des licences Creative Commons et on peut l'afficher, soit les sites n'acceptent pas le partage, et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas participer à cette mise en réseau, à ce partage d'informations. Et on donne la parole à Lorenzo, et après je veux bien vous donner les trois éléments qui sont des fondamentaux, qu'il puisse y avoir le lien entre les îles d'un archipel, si vous voulez. Donc, Lorenzo. Est-ce qu'on peut remettre en galerie, s'il te plaît? En fait, je voulais m'adresser à Philippe Maquet, puisque les archipels de la symbiose, comme l'archipel Kieusset, utilisent Roam Research, enfin le développe, voilà. Et du coup, je voulais savoir si à terme, je ne sais pas si Philippe est encore là, oui, Philippe, voilà. Si à terme, simplement, il y avait l'idée, puisque tu es là aujourd'hui, que tout ce que vous avez agrégé, c'est des centaines de choses, enfin, même peut-être davantage, puisse être partageable justement avec un YesWiki. Enfin, est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça? Merci Philippe. En fait, je ne sais pas, sur le principe, ça a volonté à être partagé. Après, techniquement, il y a des fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans notre outil, enfin, ce n'est pas notre outil d'ailleurs, on n'en est qu'un usager, hein, qui existe dans Roam Research et qui n'existe pas ailleurs. Donc, si c'est transposer du contenu pour perdre des fonctionnalités qui sont très puissantes, en fait, pourquoi pas, mais ça limite l'usage. Après, je sais que Roam Research, c'est une initiative qui a été menée et qui est en train d'être développée en open source sur d'autres applications. Et c'est toujours cette question de l'interopérabilité. En fait, plutôt que de vouloir transposer des contenus d'un environnement à un autre, vaut mieux les rendre interopérables. Donc, voilà. D'où le travail que vous faites avec l'Assemblée virtuelle. Tout à fait. Voilà. Sur l'interopérabilité, il y a trois notions clés. La première notion clé, c'est que effectivement, si je reprends ce que disait Pascal par rapport au code social, la première notion, c'est que chaque île puisse afficher ce qu'on appelle son identité racine. Dire voilà, moi je suis ça et je ne suis pas ça. Donc ça, c'est inciter chaque île à faire son code social. Ça pourrait être à partir du moment où je sais qui tu es, j'ai envie de faire relation ou pas avec toi. Donc ça, c'est la première, on va dire le partage politique, pour le formuler comme ça. La deuxième notion, c'est le fait que, et donc je rebondis sur ce que disait Michel, c'est que les contenus soient sincèrement partagés. Donc c'est des conditions juridiques du partage. Donc est-ce que mes contenus sont à minima en CC BY SA et si possible en GNU GPL?
Donc, c'est deux notions juridiques. Et si jamais vos contenus ne sont pas juridiquement partagés, par défaut, c'est du droit d'auteur. Donc, par défaut, vous ne partagez pas. Le public domaine fait l'affaire? Oui, oui. Le public domaine fait l'affaire, ouais, sachant qu'en France, c'est une notion, enfin, le mettre des contenus en domaine public, c'est assez compliqué. Et la troisième notion, c'est effectivement les conditions d'interopérabilité numérique. Et c'est comment, et donc là, les notions derrière, c'est est-ce que mes outils permettent de générer des flux sortants? Et donc, ça peut être du flux JSON, ça peut être il y a plein du flux RSS, du flux RSS sur mots-clés, etc. Et est-ce que mon outil permet de faire du flux entrant? Et c'est vraiment cette notion de, là, du coup, on a parlé de perméabilité, enfin, pour qui Archipel, il faut qu'entre les îles, on ait perméabilité politique, perméabilité juridique et perméabilité numérique. Et bien souvent, on s'aperçoit que les outils sur lesquels on travaille sont des outils qui sont, enfin, des fois, on va dire politiquement, on est aligné. Au niveau juridique, bon, je sais que chez les acteurs de la transition, il y a encore du boulot. Et puis après, la notion de perméabilité de nos outils numériques, souvent, on s'aperçoit qu'on a des très bons outils pour agréger les contenus qui viennent de l'extérieur, mais par contre, ce n'est pas des outils qui génèrent du flux sortant. Et donc, c'est-à-dire que c'est des outils, pareil, qui refabriquent de la centralité. Donc, de la même manière que je disais qu'un code social qui s'appliquerait pour un archipel, on refabrique de la centralité politique, le fait d'avoir l'outil en disant, écoutez, moi, les zouzous, mon outil, c'est l'outil idéal, le monde ira bien quand toutes les ressources sont dans mon outil. Là, on refabrique de la centralité numérique, ce qui est encore une fois l'antinomie de la notion même d'archipel. L'exemple sur lequel je dirais on se retrouve bien, c'est le Transiscope. Le Transiscope permet d'agréger des contributions venant d'une trentaine de sources. Mais on ne peut pas mettre une information sur le Transiscope, et le Transiscope, par contre, elle récupère ce qui est fait près de chez nous par Bretagne Créative, etc. Et donc, l'idée qu'on développe un peu, c'est de pouvoir reprendre des informations qui viennent de telle et telle structure, sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas, par exemple, de façon native, utiliser des flux RSS sur des médias wiki. Donc, on a un échange actuellement avec Simon Sarrazin et avec Gabriel Tassa pour essayer de regarder comment on pourrait, sur la fabrique des mobilités, l'appel en commun, rendre ça interopérable avec les ISP. Au moment, c'est pas simple parce que MediaWiki, de façon native, n'a pas de flux RSS et donc ça demande un petit peu de travail. Mais c'est dans la tête de plein de gens et donc on y travaille. Et donc ce qu'on proposera justement, mais ce sera une autre étape, c'est dans l'Agora des archipels justement, d'avoir des pages dans lesquelles on retrouve un peu comme les gares que on nous a montré tout à l'heure en Bretagne, on retrouve des informations qui viennent de tel et tel site. Alors, ce qu'on fait, c'est que pour laisser la place à tout le monde, sur les gares de Riposte Créative Bretagne, on prend juste les 5 derniers articles de chacun, de façon à avoir une diversité aussi d'entre eux. Didier ? J'ai une petite question et très pratique. J'ai partagé là comme ressource la boussole démocratique, donc qui est un outil de la belle démocratie. Et précisément, ça fait longtemps qu'on est sur ce débat-là, et Alain Aubry l'avait beaucoup porté à l'époque. Le site est écrit en copyright. C'est un peu ce que tu as vu, toi, c'est le truc minimal, tu vois. Donc, on partage un truc qui n'est pas en créatif. Est-ce que ça pose un problème? Alors, moi, personnellement, juste pour terminer, moi, personnellement, ça va être un argument top à la prochaine réunion de la belle démocratie pour dire, les gars, on passe en créatif. Si tu fais une fiche ressources ou une fiche initiative, moi, actuellement, sur Riposte Créative Bretagne, j'ai un sous-ensemble qui s'appelle Riposte Alimentaire Bretagne. Et à chaque fois qu'il y a une information qui paraît dans Voici France Télégramme, je mets cette information. Et je suis sous le régime de la citation courte. C'est-à-dire que si je prends en gros, il n'y a pas de règle précise, mais en gros, moins de 10% de l'article, je cite la source proprement, etc., j'ai le droit de le faire. Donc, on peut mettre des informations qui ne sont pas sous copyright. Mettre en fiche ressource la belle démocratie ne pose pas de problème, parce que tu ne prends pas des contenus de la belle démocratie. Mais si on voulait partager davantage, par exemple, à travers les systèmes qu'on a montrés tout à l'heure, ça bloquerait. Donc, on peut reprendre des ressources, mais simplement en les citant, mais le partage n'ira pas plus loin. On peut dire simplement la belle démocratie existe. Mais on peut poser la question à la belle démocratie, pourquoi vous interdisez la réutilisation de votre contenu? Qu'est-ce qui est secret dans la belle démocratie et qui empêche
que vous partagez. Excellente, merci pour ce point. Et du coup, ça là-dessus, ce qu'on voit, c'est que, notamment chez les acteurs de la transition, il y a un gros boulot à faire de sensibilisation sur la dimension juridique, parce que souvent les gens ne voient pas tout à fait. Et donc là, il y a deux petits chantiers qui sont activables. Le premier, c'est de lancer ce qu'on appelle des opérations de libération des communs et du coup de faire des espèces de grandes fêtes, d'aider les structures à faire des grandes fêtes en disant, ben voilà, nous on a plein de contenus qui sont super intéressants, on a bien réfléchi, on a bien maturé, allez hop, on fait une opération de libération et on vous dit que maintenant, l'UDN, tous les contenus de l'UDN, on les met en commun et du coup, vous pouvez les récupérer à tel ou tel endroit. Donc ça il y a l'idée d'activer ça dans un certain nombre on va dire, de têtes de réseau et de montrer que même quand on partage, on ne meurt pas, parce que c'est souvent la crainte des structures. Et la deuxième chose, c'est peut-être un élément préalable, c'est de faire des petits ateliers de sensibilisation pour aider les gens à choisir les bonnes licences, parce que souvent, quand on leur dit aux gens, il faut du Creative Commons CC BY SA et du GNU GPL, ils disent qu'est-ce qu'ils racontent le chauve. Donc, d'aider à sensibiliser par rapport à ça et du coup, de faire des petits ateliers vraiment très pratiques. J'apprends à mettre ma ressource en commun et en partage sincère. Et donc, ça, c'est pour moi une proposition. Donc, après, à voir qui est-ce qui porte ça, mais au niveau des acteurs de la transition ou des acteurs de l'archipel, des compagnies de l'archipel, de dire, voilà, nous, on a envie de lancer ça. Moi, avec grand plaisir de passer du temps pour faire ces petites séquences pour apprendre aux personnes à rendre leur contenu réutilisable et compostable. Je pense que c'est un des enjeux de l'université sur la place du marché. C'est exactement ça. C'est le relais. Il y a Roland qui avait levé la main. Pardon. Ton micro, Roland. Ouais, moi, c'est toujours un sujet qui me poursuit en permanence, qui est quel est votre modèle économique? Parce que finalement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup d'énergie pour suivre tous ces éléments-là. Et comment on fait pour justement élargir les choses quand quel est le modèle économique s'il y en a un? Et s'il n'y en a pas, peut-être faut-il aussi en parler. Oui, alors ça c'est effectivement un petit poisson de mer et donc j'ai déjà participé à plusieurs petits moments de débat là-dessus. Donc, deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est de dire il est possible que par rapport aux enjeux mondiaux face auxquels on est confronté, si effectivement on a des choses qui sont intelligentes et qu'on ne les partage pas au XXIe siècle, je pense qu'il faut tout de suite arrêter. Donc moi, il y a un élément qui est suprême, et j'adore ça quand je vais travailler en Afrique, et quand je vais travailler en Afrique avec des gens qui partagent, il y a des fois des gens qui sont prêts à passer un temps immense sans parler d'argent, parce qu'ils appellent ça des objectifs suprêmes. Et un objectif suprême, ça peut être, eux, ils parlent par exemple de santé. Quand ils parlent de santé, moi j'ai vu des informaticiens qui développaient des trucs hallucinants gratos, parce que c'était un objectif suprême. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse, et sinon je ne passerai pas du temps avec vous, moi ce qui m'intéresse dans cette logique d'archipel, vous grattez des objectifs suprêmes. Et donc, moi, je suis prêt à passer du temps gratos avec vous et à vous mettre en place des outils gratos et avec grand plaisir et immense plaisir. Par contre, ce qu'on voit, donc ça, c'est petit 1. Petit 2, c'est que plus tu partages des contenus, et donc ça, c'est un truc que j'ai vécu au sein d'Outils Réseau, mais au sein de Tela Botanica, je pourrais citer comme ça un nombre d'exemples assez important. Plus on partage des contenus, plus les personnes viennent ensuite vous solliciter. Et viennent vous solliciter non pas pour répéter vos contenus, parce que, encore une fois, s'il suffisait de lire les jolies fiches que j'ai mises sur mon site ou ailleurs, pour se former, ça se saurait. Donc, au bout d'un moment, le nombre de personnes qui viennent me solliciter en disant « Est-ce que tu pourrais venir nous faire une formation sur YesWiki, venir nous faire une formation sur… là, quand tu parles très rapidement des trois notions clés qui permettent de faire archipel, est-ce que tu peux venir nous aider, à nous accompagner à faire maturer ça dans notre collectif ?» Si jamais les gens ont des sous, tant mieux. Et là, dans ce cas-là, même des fois, je leur demande s'ils peuvent me payer assez cher, de me payer assez cher pour ensuite je puisse avoir du temps pour faire du bénévolat. Et donc après, c'est ma logique économique interne. Mais ce qu'on voit, c'est que plus je donne et plus je partage sincèrement, plus je suis sollicité et souvent par des gens assez pointus qui à la fois m'aident à progresser, et ça c'est toujours passionnant pour un individu, mais qui, pour certains, sont prêts à payer fort cher, mais vraiment fort cher. Et je leur dis, le fait que vous me payez fort cher, ça me permet ensuite de pouvoir bénévolement
m'impliquer dans des endroits qui, d'après moi ou d'après nous, sont des endroits à haute valeur ajoutée. Et pour moi, vous êtes un de ces lieux-là. Et on va mettre le lien dans le pas de la séquence où Laurent Marceau a expliqué ses modèles économiques pour le groupe intelligence collective de la Nuée. C'est assez récent. Estelle, d'ailleurs, ayant invité Laurent et faisant partie de notre petit groupe d'organisation. Et donc, moi, venir discuter de tout ça, avec grand plaisir, il n'y a aucun souci. Mais pareil, c'est pour ça que je démarrais ma petite intervention là, sur la question de Roland sur les modèles économiques en disant attention, petit 1, objectif suprême. Donc, si là, quand on discute, à chaque coup qu'on discute sur la notion de partage, les gens disent ouais, mais moi, tu comprends et tout. Bon, ça, ok, mais on le traite ailleurs. Et de dire voilà, actuellement pour moi, dans la transition, il y a urgence et je trouve ça suicidaire que des personnes qui ont des contenus fabuleux ne les partagent pas. Et c'est un suicide individuel, mais aussi un suicide collectif. Moi, je ne suis pas prêt à jouer à ça, en tout cas. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas des besoins d'investissement, par exemple pour faire une production ou mettre en place quelque chose qui demande quand même des moyens? Oui. Et comment on fait, quoi? Un exemple type sur YesWiki, donc qui est un logiciel qui est développé par toute une tripotée de personnes, ce qu'on appelle des développeurs sociaux. Là, on avait un immense travail à faire, qui était de redévelopper l'intégralité du logiciel en fonction des critères des critères actuels de développement. Il fallait absolument qu'on ait des sous pour ça, parce que vraiment, c'était une tâche qui était une tâche lourde, qui demandait un gros investissement. Ce qu'on a fait, et c'est bien que j'ai coupé le micro de Michel. Parce Michel, que oui. Là, vraiment, je sais pas, il est en train de faire désactiver son son. Voilà. Il a coupé. J'ai désactivé ton son, Michel, parce que tu étais en train de faire des bêtises à côté. Ça devenait vraiment gênant pour tout le monde. Oui. Et non, tu ne peux plus parler, je t'ai coupé ton micro. Et donc, du coup, si on prend pour YesWiki, donc l'exemple que je disais par rapport à l'idée d'investissement, on a dit à tout un tas de personnes qui utilisaient YesWiki, mais vraiment énormément, là, on a besoin de sous pour franchir une marche. Et en très peu de temps, on a reçu, alors c'était rigolo parce que les gens faisaient des paquets de dons de 1 500 €, et on a reçu plus d'une dizaine de paquets de 1 500 € qui nous a permis assez facilement, voire même très facilement, de pouvoir payer des bus pour nous aider à franchir cette marche-là. Donc, quand tu crées des conditions d'abondance et que tu partages, et que ce que tu partages sert vraiment aux gens, le jour où tu as besoin, tu peux vraiment demander à la communauté qui utilise tes contenus parce que tu les as mis en partage sincère. Ce jour-là, la communauté elle réagit. Et c'est un truc qu'on a beaucoup travaillé aussi. Il y a un moment, par d'histoire de vie, je me suis retrouvé à aider le réseau des colibris à travailler sur la notion de numérique et de réseau et tout ça, et de partage sincère. Ce qu'on a vu, c'est quand on a commencé à faire des MOOC, où tu te retrouves maintenant, toi, le MOOC actuel, il y a 11 000 inscrits. C'est un truc qui est colossal. Alors qu'avant, quand tu faisais des formations sur le même sujet, quand tu avais 15 personnes, tu étais vraiment content. Et ces 11 000 personnes, à la fin, on leur dit, vous avez vous avez plein de contenus, ces contenus-là, en plus, une fois que le MOOC est terminé, tout le monde peut les réutiliser. On s'aperçoit que, est-ce que vous êtes prêt à donner un peu 3 sous pour nous aider à faire le MOOC suivant? Tu t'aperçois que tu te retrouves avec une quantité de fric qui arrive parce que les gens adorent qu'on soit dans des contenus partagés, des contenus qui ont du sens. Donc oui, c'est peut-être un changement de modèle économique par rapport au côté, moi j'ai bossé chez McDo, le côté il faut payer pour voir, et puis en plus même quand tu auras payé, tu n'auras pas le code source de la recette du hamburger qui est en plus dégueulasse. Ça, je pense que c'est le monde d'avant. Donc pareil, je pense qu'il y a vraiment aussi une transition à effectuer à ce niveau-là, c'est-à-dire que les modèles économiques qui avant étaient basés sur la rareté sont les modes qu'il nous faut transitionner, en tout cas sur lesquels il faut faire transition, parce que sinon on va se retrouver sans arrêt avec des gens qui disent moi j'aimerais bien partager mais je peux pas parce que tu comprends, j'ai pas trouvé mon modèle économique. Et quand ils parlent de ça, ils parlent du modèle économique au sens business plan, business model du XXe siècle. Tu pourrais nous faire un module, Laurent, un jour sur cette question-là, parce que tu l'abordes assez souvent, mais qu'on puisse pouvoir le diffuser et puis vraiment que ce soit très complet dans ta démarche. Même pas peur. Moi, j'avais une question. Moi, ce que je me demande par rapport à cet outil, c'est comment est-ce qu'on pourra l'utiliser pour, par exemple, l'histoire du réseau de solidarité, pour essayer d'organiser ou de mettre en relation
des personnes ou par rapport à des échanges de ressources. Alors, je me dis, bon, a priori, on peut faire sortir des cases où on va cocher des choses. Donc, on peut imaginer qu'on ait un certain type de cases en fonction de je recherche ou j'ai besoin d'eux et j'offre peut-être. Et que du coup, ça permettra que les gens puissent trouver des liens. Et je me dis que du coup, au niveau des thématiques, il faudrait peut-être aussi, mais plus tard, j'imagine, hein, parce que je veux bien suivre le conseil que vous donnez d'attendre d'avoir un certain nombre de fiches. Mais il faut aussi poser l'intention qu'il peut y avoir ce type d'échange qui pourrait être fait à partir de cette base de données. Et que ce type d'échange, il est conçu aussi parce que on va se dire qu'on pourra échanger un certain type de choses, de ressources. Alors, du coup, deux réponses à ça. Le premier niveau de réponse, c'est que, et je vais refaire un partage d'écran pour vous montrer ça sur le projet Riposte Créative. Où est-ce que je vais retrouver ça? Je commence à avoir des trucs dans tous les sens. Voilà. On va reprendre Riposte Créative Territoriale. Territoriale, voilà. Donc là, si on prend Riposte Créative Territoriale, il y a tout un tas de groupes, ils appellent ça des cercles d'apprentissage. Donc si je clique sur cercle d'apprentissage, quand je vais dans les co-développements en trade, là du coup on a un espace qui est dédié à ce groupe de travail. Et donc on va avoir le référent du machin, l'intention d'apprentissage, éventuellement des ressources, etc. Et quand je vais cliquer sur les travaux du cercle, on va avoir, je crois que eux, pour l'instant, ils n'ont rien, mais assez souvent, tu as des espaces de coécriture qui sont dédiés. Ça ne se partage pas, Laurent. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, c'est bloqué du coup sur le rendez-vous du 12 mars. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, je vais arrêter le partage. Et je refais écran partagé. Voilà, tac. Voilà, donc ce que je disais, c'est que si tu vas sur Riposte Créative Territoriale, on a tout un tas de groupes, et donc ces groupes-là, si je vais prendre les clés de la reconnexion, qu'est-ce qu'on a? On a ici une partie qui est spécifique du coup au groupe, où on voit les référents, est-ce que le groupe est ouvert ou fermé, c'est quoi la méthode, enfin, bon, une description du coup du projet. Tu peux avoir ensuite, là ils ont tout un tas de podcasts, qui sont des podcasts qui sont liés, donc des ressources associées à ce groupe de travail. Donc là, du coup, ils ont fait une page wiki classique avec les petits MP3 embarqués. Et quand je vais sur les travaux du cercle, voilà, de mémoire, j'ai un espace de coécriture qui permet d'avoir du coup un espace de coécriture associé au cercle. Donc ça, c'est une première manière de faire. Et ce qu'on voit, c'est que quand on a des projets qui commencent à devenir un peu gros, ce qui est tout à fait possible, c'est du coup de fabriquer un wiki qui soit spécifique au groupe projet. Et le fait d'avoir un wiki spécifique au groupe projet, ça permettra, alors d'une part, d'importer des ressources qui sont dans le groupe d'à côté. C'est-à-dire que dans mon wiki d'à côté, je peux tout à fait faire, avec les petits systèmes de filtres qu'on a vu tout à l'heure, n'afficher que les ressources qui ont été taguées dans mon Agora des archipels, qui ont été taguées avec le mot-clé qui t'intéresse. Donc ça, c'est dire voilà, aux gens, vous voulez rajouter des ressources, rajoutez-les plutôt dans la ressourcerie générale. Donc on a notre île si on reprend la métaphore de l'archipel associé à notre île, on a ce wiki-là qui va être le wiki ressources pour toutes les îles de notre petit sous-projet. Et après, dans notre wiki, toutes celles qui sont cochées outils de coopération vont s'afficher automatiquement dans ton wiki à côté. Et ce qui fait que tu pourras après, Selma, faire ton wiki à la mesure de ton groupe. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ce qu'on a voulu quand on a développé cet outil-là, c'est que l'outil se complexifie au fur et à mesure du niveau de maturité du groupe. Si on veut que les outils restent des outils coopératifs, il faut absolument que ce soit le groupe qui le fasse évoluer en fonction de ses besoins. Et non pas qu'on ait des outils qui soient pensés par d'autres, qui dans ce cas-là, pareil, ne deviennent plus des outils émancipateurs. C'est plutôt, ça reste plutôt dans une logique de groupe. En fait, moi, j'imaginais un truc qui peut facilement faire balise ou je sais pas, mais je sais pas, justement. La balise, c'est le flux RSS et les mots-clés que tu vas installer. C'est ça, la balise. Non, mais après, une manière, c'est qu'en bas de chaque page, tu peux rajouter des mots-clés. Donc, ça veut dire que dans ton site Riposte, Agora des archipels,
tu pourrais en bas de chaque page rajouter le petit mot-clé qui est lié à ta thématique et ensuite d'avoir un endroit où on récupère toutes les pages qui sont taguées en fonction de ça. Donc, tu peux comme ça taguer des ressources, taguer des personnes, mais taguer des pages. Et après, par des petits systèmes de filtres, avoir un espace qui est du coup fabriqué automatiquement en triant uniquement les filtres qui t'intéressent. Donc ça, l'idée, pareil, c'est encore une fois, il y a des possibilités. Et donc, moi, passer des petits bouts de temps comme ça techniques pour dire, mais par contre, il faut que vous expérimentiez. Si on n'est que dans un moment où je vous déverse tout un tas de contenu en disant oui, c'est possible de faire ça, de faire ça, de faire ça, au bout d'un moment, ça va vous gaver totalement. Donc l'idée de pouvoir expérimenter et que, à la lumière de vos expérimentations, on puisse arriver aux limites de vos capacités et que là, du coup, la question aura sens parce que du coup, on pourra tout à fait y répondre et puis bidouiller et bricoler. Enfin, je pense que vraiment, il y a plusieurs solutions et il faut bricoler. Donc le challenge, c'est que pour la semaine prochaine, si on reprend un atelier, on n'est plus simplement une quinzaine de fiches ressources, mais peut-être 20 ou 30, et puis qu'il y ait au moins, je dirais, la moitié des personnes qui sont ici qui soient présentées. Ils sont en fiche acteur. Oui. En fiche acteur. De toute façon à ce que les gens participent au projet. Participer au projet, c'est apporter chacun une ressource et apporter une présentation de soi. Et ensuite, on pourra passer à d'autres fiches ou expérimenter d'autres projets comme le souhaitait Selma. Et ça là-dessus, moi très souvent quand j'arrive dans des collectifs, c'est est-ce que tu n'aurais pas l'outil génial qui nous permettrait de coopérer, de collaborer, etc. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Allez, partagez déjà vos ressources. Si déjà les gens ne sont pas prêts à partager des ressources et à prendre du temps pour ça, c'est pas la peine de gaspiller trop de temps pour la suite. Pareil, est-ce que tu veux te présenter et que les gens puissent te contacter et du coup bien spécifier qui tu es pour que les expertises que tu as, tu les mettes en partage sincère. Si les gens ne sont pas prêts à faire ça, on leur fait vivre, nous, ce qu'on appelle de petites expériences réversibles de solitude. On dit, voilà, si tu n'as pas envie de partager, encore une fois, tu n'es pas obligé, écoute, essaie de vivre tout seul. Mais en tout cas, nous, dans notre collectif, une des clés du fonctionnement, c'est cette notion de partage sincère. Donc, petit 1, partager des ressources. Et on voit bien que des fois, la notion d'interview croisée, c'est ce qu'a vécu Michel avec Lorenzo. Lorenzo qui dit mais moi, je vous préviens, je suis nul. Alors, bon, sachant que s'il était nul, ça se saurait. Le fait de le faire en interview croisée, ça permet à Michel de remplir la fiche pendant que Lorenzo parle. Et puis, 5 minutes après, à Lorenzo de remplir la fiche pendant que Michel parle. Et là, s'apercevoir qu'au final, ce n'est pas compliqué. Et là, c'est ce que nous, on appelle une petite expérience irréversible de coopération. C'est-à-dire que là, l'expérience qui est faite, c'est s'apercevoir que en plus, j'ai réussi. En plus, le fait qu'on ait fait ça tous les deux dans notre coin, ça génère du commun. C'est-à-dire que là, cette petite base de données, imagine, si toutes les bêtises échangées sur Facebook, on les avait mis en base de données, on aurait déjà, on n'aurait pas nourri Facebook, petit 1, et petit 2, on aurait une base de données qui serait extrêmement professionnelle. Là, je ne sais pas si vous avez vu la quantité de ressources, des fois fabuleuses, qui passent dans le fil Facebook et qui sont perdues à jamais. Enfin, pas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Vous nourrissez les GAFAM. Si on les avait mis comme ça dans un espace partagé, mais ce serait génialissime. Et c'est-à-dire qu'une nouvelle personne qui arrive dans le groupe, en plus, pourrait s'appuyer sur le dos des géants. Et ça permet à l'humanité d'avancer. Et même dans chaque collectif. Hein. Après. Nous, on est en train de visiter les caves de Dosons les jours heureux et on se dit, mais il y a 6 ans déjà, on avait un truc qui était plus complet que ce qu'on fait aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Il nous reste pas longtemps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on conclut. Est-ce que vous vous sentez d'attaque déjà de remplir des fiches d'ici vendredi prochain? Vas-y, Eric. J'ai juste une question, en fait, par rapport justement à l'interopérabilité avec ce qu'est en train de faire l'ADEME et la Fabrique des mobilités, tout ça, parce qu'eux aussi renseignent des acteurs, des ressources, des besoins, des trucs et des machins. Et, je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est en lien, hein, Michel. J'avais une réunion lundi avec Gabriel là-dessus. Donc, on a regardé, moi je ne suis pas très technicien, à regarder un peu les choses. On s'est aperçu qu'il fallait mettre une extension sur les médias outils de la Fabrique des mobilités et de l'appel à commun. Donc, Gabriel contacte Simon pour ça, pour voir quelle est la meilleure solution. Et j'espère que dans les prochains jours, on pourra expérimenter des échanges entre les médias outils et les médias outils. Et là, on est dans un
apprentissage. La question est posée, on l'étudie et j'espère qu'on va avancer. Et ça là-dessus, par rapport à Yannick, hein, garde bien en tête les 3 petites clés que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un affichage politique qui montre que le sens de ce qu'ils font fait que je me reconnais et je suis prêt à faire archipel avec eux? Petit 2, est-ce que juridiquement, les contenus qu'ils fabriquent sont des contenus qui sont en partage sincère? Petit 3, est-ce que techniquement, leur outil fait du flux sortant, du flux entrant? Si oui, je me fous de la technologie qui est utilisée. On pourra faire archipel. Sinon, surtout, moi, j'ai pas 2 minutes à perdre pour ça. Ouais, mais de toute façon, ils respectent ces trucs-là. Enfin, Gabriel fait pas le troisième. Pas le RSS sur MediaWiki. C'est à eux de faire ça. C'est-à-dire, attends, le troisième, tu peux le répéter? Il n'y a pas de flux. Les MediaWiki ne produisent pas des contenus interopérables. C'est que le troisième, c'est que le numérique reste poreux. Et dans la porosité, c'est que le numérique permette des flux entrants et des flux sortants. Et donc là, MediaWiki n'est pas paramétré pour faire du flux sortant, et pour faire du flux entrant, c'est compliqué. Donc MediaWiki en tant que tel est un outil qui est très compliqué à utiliser dans des fonctionnements d'archipel. Et du coup, là, ils vont regarder s'ils peuvent mettre l'extension qui permettra déjà d'intégrer dans les YesWiki et ailleurs des choses qui viennent des fiches acteurs, des fiches communs, des fiches projets, de l'appel à commun, de la fabrique de mobilité. Donc ça, on espère d'ici quelques jours avoir une réponse au moins dans ce sens. Ouais, mais parce que, enfin bon, on pourra en discuter après, mais pour la fabrique des mobilités, il utilisait ces maps et tout pour représenter ses données et tout ça, donc il y a forcément. Oui, mais c'est du développement. Alors, et après, ces maps, alors moi je connais très bien, enfin je suis très proche de l'assemblée virtuelle et tout ça. C'est vraiment des technologies qui sont très intéressantes, mais qui sont encore un peu des technologies de science-fiction et qui sont assez coûteuses à mettre en œuvre. Donc oui, il faut aller vers ça et c'est vraiment, c'est absolument indéniable. Par contre, c'est très compliqué pour chacune de nos îles de dire bah, écoute mon zouzou, prends contact avec l'assemblée virtuelle pour qu'ils aident à rendre ton site interopérable. Donc ce qui est vraiment important après, c'est que les expériences que feront les gens de nos techno-sociostructures, ça puisse donner envie. Enfin, si on reprend ce que disait Selma, moi je voudrais utiliser tout ça pour mon outil, pour mon groupe, bah, qu'ils puissent le faire très facilement. Okay. Or, réutiliser tout ce qui est ActivityPub et Web Sémantique, c'est encore un peu compliqué. Donc pour l'instant, il faut que nos outils puissent le faire, mais il ne faut pas que ce soit une condition pour démarrer des projets. Enfin, Web Sémantique pour YesWiki, enfin, ouais. Bon, après, c'est des discussions techniques. Voilà. Ce qui est important de voir, c'est qu'en l'espace des 2 heures, on a quand même passé beaucoup de temps sur la discussion, et sur le concret, on est quand même capable de produire déjà quelques dizaines de fiches et de fiches ressources, c'est tout le monde et d'ouvrir les horizons. Voilà, et on avait fait la même chose sur les postes créatifs Gironde, donc c'est faisable, sans connaissance technique particulière, et encore une fois, on est plusieurs à pratiquer un peu aujourd'hui les YesWiki et à pouvoir aider les gens qui pourraient rencontrer. Allez, on fait un petit tour de rapport d'étonnement pour voir un peu ce qui vous a bougé la tête. Donc, juste une question encore. Et les TikiWiki, ils sont poreux dans les deux sens parce qu'ils sont très… Non, on a parlé, les communs sont entre le public et le privé. Alors, le privé n'utilise pas MediaWiki, mais ils sont souvent sur TikiWiki. Est-ce qu'il y a porosité? Alors, c'est pareil, ça peut se paramétrer. D'accord. Mais c'est un peu compliqué. Donc là, c'est vraiment, du coup, je vous encourage à regarder vos outils et les outils qui sont utilisés. Et des fois, il suffit simplement de dire aux gens qui utilisent ces outils-là, est-ce que tu peux activer le module qui permet d'eux? Parce que bien souvent, ces modules-là ne sont pas activés parce qu'encore une fois, ce n'est pas pensé. Les gens adoreraient que leur site devienne le centre du monde. Les gens adoreraient refaire de la centralité. Donc voilà, si on parle d'archipel, il faut qu'on parle de flux et de porosité. Alors, comme il reste 5 minutes, on reprend la proposition de Laurent. Chacun dit un mot un petit peu sur comment il a vécu et son rapport d'étonnement. Et juste un mot, hein, parce qu'on est quand même là. Là. Pardon. Passionnant. Passionnant, et tu donnes la parole à… Écoute, à Lorenzo qui a levé le doigt. Alors, pardon, j'ai dû couper la parole. Hein. Ravi de cette séance, besoin d'être accompagné. Et Laurent, j'ai besoin qu'on puisse avoir un temps pour parler de la dimension aussi du wiki au niveau européen. Voilà.
Je passe la parole à Rolando Remindo. Alors, merci Lorenzo Bindo. Moi, j'irais bouleversant dans la mesure où ça me met la tête à l'envers et donc c'est bon et en même temps dérangeant parce que je me sens dépassé un peu. Voilà, il y a plein d'émotions de ce type. Donc, je ressens, puisque je vois le potentiel magnifique et les réponses de Laurent, ça on voit qu'il est vraiment dans son histoire et qu'il est clair avec lui-même, donc ça c'est quand même vachement important, et j'irais Michel aussi, hein, mais voilà. Donc le secoueur de cocotier, il secoue pas mal, voilà où je suis voilà, et je suis un peu comme Lorenzo Bindo, j'ai envie de me former. Et tu passes la parole à… Et je passe la parole à Selma. Allez. Oui, moi aussi, j'ai du mal avec les outils. Je passe mon temps à me dire, au fait, pourquoi on fait ça déjà? Et pour retrouver le fil, parce que sinon, ça me fait l'impression d'être à l'école. Mais j'adore le côté tâche suprême. C'est à la fois objectif suprême, ambitieux et plein de valeurs, et c'est en même temps ce qui nous anime, effectivement. Et je suis ravie qu'on puisse s'agréger entre personnes qui ont dans leur cœur cette vocation humanitaire. Et j'ai hâte qu'on avance dans l'organisation de ça. Donc, je comprends la nécessité des outils pour porter ces réseaux, et ça me fait plaisir d'arriver à débugger mon cerveau pour accepter de regarder les outils. Donc, à suivre. Merci à vous. Et je donne la parole à Philippe. Ben moi, je vais en fait intéressé, j'ai envie d'en savoir beaucoup plus et puis surtout de rentrer dans l'approche très concrète de ces enjeux d'interopérabilité et de vraiment faire des passerelles parce que c'est, à mon sens, l'interopérabilité technique des outils, mais je pense aussi l'interopérabilité humaine, c'est-à-dire de se connecter entre cerveaux et sortir de ces atavismes concurrentiels. Donc, j'ai vraiment envie d'aller à fond dans cette démarche-là pour casser un peu les frontières intellectuelles et humaines. Et tu donnes la parole à… Eh bien, alors, Pascal? Oui, moi je suis rassuré et donc très très heureux d'avoir vécu cette matinée avec vous. Et donc je ne vais pas répéter ce que Philippe a déjà dit. Donc je suis tout à fait là-dedans et heureux d'être à cet endroit. Et tu donnes la parole à… Et je donne la parole à donc Pierre-Louis. Déjà parlé. Ah oui, pardon. Mais… Il y a Hélène, Didier, Michel. Oui, Hélène. Annie. Moi, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire que je suis en accord, donc bien. Et voilà, je suis convaincue, inspirée, et voilà. Et je passe la parole à Didier. Merci. Moi, je suis ravi de voir qu'on y est, ça y est. Maintenant, il faut bien absorber et puis ventiler, quoi. Il faut vraiment que tout ça prenne de l'essor et qu'on arrive à faire un… Tu n'entends pas? Prendre de l'essor et puis inciter à faire venir sur un outil qui est encore peut-être un peu technique pour beaucoup de gens, mais qui peut être extrêmement poétique et ouvert et politique aussi, quelque part, dans le bon sens du terme, bien sûr. Et je passe la parole à Christine, qui se cache. Je me cache parce que je ne veux pas être filmée. Hein. Ce n'est pas pour mes chats, je vous écoute. Donc, moi, comme d'hab, enthousiaste, enthousiaste, ça serait mon mot. Et j'ai une pépite, je l'avais mise dans le commentaire.
et je viens de le mettre dans le pad. Donc, juste pour dire que Laurent explique bien, mais il existe une formation Gare Centrale YesWiki à distance animée par Louise Didier qui explique quand même nettement mieux et surtout plus doucement. Donc, juste pour vous dire ça, pour ceux qui veulent creuser l'aspect technique, là où moi aussi j'ai du mal. Et donc, voilà. Il est où le lien? Le lien, je l'ai mis, il est en rose, il est après, rapport d'étonnement, il est dans le pad. Il n'est pas dans le… Il est dans le pad, mais il est haut maintenant. Il est à la ligne 234, voilà. Et il vient d'être Il est remis en bas. De toute façon, on va partager tout ça dans les padlets qu'on a mis. Voilà. Donc, évitez Laurent pour l'YesWiki. Allez voir Louise. C'est vache. Mais elle a tout à fait raison. Je suis sincère. Hein. Louise est un partage sincère. Je partage sincèrement. Ouais, non, mais… On est ravis qu'il soit venu. On est ravis qu'il soit venu quand même. Mais bien sûr. Ne pas nous gâcher. Et tu donnes la parole à… Je donne la parole à… Redis-moi les noms qui n'ont pas été cités. Alors, il reste… Yannick. Yannick. Allons-y, Yannick. Yes, bonjour, je m'appelle Yannick. Juste pour faire vite, voilà, moi je suis toujours intéressé par le YesWiki. Moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est de devoir refaire des profils à chaque fois sur plein de sites et tout, machin. Donc, ça serait bien que ça soit la dernière fois. Et si, en fait, il y avait une intégration CMAPS YesWiki, ce que je pensais qu'il y avait, ça serait aussi pas mal. Comme ça permettrait que ça soit la dernière fois. Mais voilà. J'ai dit. Et je passe la parole à la personne qui n'a pas parlé. Donc, Michel et ma pomme. Pascal a parlé? Oui. Moi, je vois de ce moment de concrétisation, plutôt qu'on échange un petit peu les idées, et donc, en espérant se retrouver nombreux un autre vendredi et que le projet se concrétise. Et pour moi, donc dans YesWiki, il y a une authentification potentiellement via SSO et via différents autres profils, donc qui permet des fois de t'identifier à cet endroit pour Yannick. Et après, moi, toujours intéressé pour faire avancer un peu sur ces notions d'archipel, mais pour de vrai, quoi. Et quand je parle de travailler sur ces fameuses porosités dont on parlait tout à l'heure, je pense c'est des notions qui sont potentiellement faciles à comprendre. Et si jamais on arrive à les diffuser à très très haut pouvoir, je pense qu'il y a un immense pouvoir de transformation collective. Et voilà, ça m'intéresse. Et donc, au grand plaisir. Bon appétit. Super, merci. Juste un tout petit mot pour Selma et Didier. Peut-être mettre quelques lignes de présentation sur la page d'accueil de l'outil pour qu'ils en comprennent un peu. Oui, on va faire ça. Michel, t'as pas parlé, non? Si. T'as pas écouté? Ferme, sortez de mon salon maintenant.